En cette fin de matinée à Jérusalem, dans le quartier traditionnel de Mea Shearim, la fête bat déjà son plein. Marc est photographe au Jerusalem Post. Son journal l'a envoyé couvrir les festivités bien arrosées de Purim, l'un des événements les plus importants du calendrier juif. C'est le seul jour de l'année où les religieux ont le droit et même le devoir de s'enivrer. Cette fête commémore la délivrance miraculeuse du peuple juif d'un massacre planifié sous l'Empire perse. Selon les écrits, elle doit être extravagante et joyeuse. Il y a toujours de quoi faire, c'est une ville tellement passionnante, il y a tellement de choses qui se passent, que ce soit le côté religieux, pas religieux, le conflit israélo-palestinien, il y a énormément de choses. Puis la vieille ville, la nouvelle ville, il se passe toujours quelque chose à Jérusalem. Marc est devenu une petite célébrité dans son pays. Voilà, ça c'est la photo que j'ai prise hier, donc là elle fait la une. Après un cliché qui a fait le tour du monde. On y voit le Premier ministre israélien en compagnie de la chancelière allemande. L'ombre de son doigt dessine la moustache d'Hitler. Mais ces derniers mois, Marc couvre surtout ce que tout le monde appelle ici l'intifada des couteaux. Des attaques de juifs à l'arme blanche par des extrémistes arabes. Marc est juif. Alors quand il s'approche du quartier musulman, il préfère retirer sa kippa. En fait, je rentre dans le quartier arabe de la vieille ville, donc je préfère passer plutôt comme un touriste qu'un simple citoyen. Ça évite d'être une cible. Le photographe est désormais sur ses gardes, attentif au moindre comportement suspect. Donc là, on va faire vraiment plus attention, puisque c'est dans cet axe principal de la vieille ville où il y a eu énormément d'attaques. À Jérusalem, ces agressions, parfois mortelles, ont essentiellement visé des juifs vivant dans le quartier musulman. Un choix militant, la plupart de ces habitations étalent haut et fort des drapeaux israéliens. C'est légal, ça a été acheté. Mais ça crée des tensions. Et c'est là où il y a eu lieu le premier attentat au début octobre, fin septembre. Cette attaque a eu lieu sous cette arche. La scène a été filmée par un passant. Le terroriste palestinien a eu le temps de tuer 2 juifs et d'en blesser 2 autres avant d'être abattu. Depuis cet événement tragique, plusieurs attentats ont lieu chaque semaine. En réponse, le gouvernement israélien a déployé des centaines de soldats. Dans la vieille ville, le sentiment d'insécurité n'a jamais été aussi élevé. Marc doit cet après-midi essayer de l'illustrer. Hop, la main qui lui caresse le dos, c'est parfait. Il mise sur des clichés montrant des familles juives escortées par des gardes du corps. Voilà quoi, la photo, elle résume la situation. On voit bien que c'est une femme juive. Et autour, on voit bien les gardes du corps qui sont là en train de la protéger, quoi. On n'a pas beaucoup de place dans un journal. Donc il faut une photo qui illustre une situation. Plusieurs bonnes photos réalisées, Marc va maintenant sélectionner son meilleur cliché. On va voir le visage des enfants. Alors celle-là. L'occasion de se confier sur son métier de photoreporter dans un pays en guerre depuis des dizaines d'années. On va se retrouver à photographier tous les jours, soit un enterrement, soit un attentat, ou les deux, ou voire 2 fois par jour un attentat. Et là, ça pèse, quoi. T'as eu peur Oui. Ouais. Dire que j'ai jamais eu peur, ça serait mentir, quoi. C'est évident, tout le monde a peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur et qui joue les gros bras, c'est un menteur, quoi. Jérusalem est une des villes les plus sensibles de la planète. C'est l'épicentre d'un conflit, le conflit israélo-palestinien qui a déjà fait plus de 110 000 victimes ces 70 dernières années. Les attentats terroristes se comptent par centaines.
Il y a dans la ville plus de 3500 policiers pour la sécurité. Et dans cette guerre, la religion est souvent pointée du doigt. Jérusalem est à moins de 5 heures de vol de Paris. La capitale israélienne est coupée en deux. L'Est est musulman, l'Ouest juif. Son centre, la vieille ville, est divisé en 3 quartiers principaux, chrétiens, musulmans et juifs, sans compter le quartier arménien. Les chrétiens vénèrent l'église du Saint-Sépulcre, qui abrite le tombeau du Christ. Les musulmans se retrouvent sur l'esplanade des mosquées, le 3e lieu saint de l'islam, là où Mahomet a rejoint le ciel. Quant aux Juifs, ils prient devant le mur des Lamentations. C'est l'endroit le plus proche physiquement de l'ancien temple de Jérusalem. L'édifice sacré était construit sur l'actuelle esplanade des mosquées. C'est ce temple juif, disparu il y a près de 2000 ans, qui est au centre aujourd'hui de l'inquiétude des musulmans. En effet, des juifs fondamentalistes prépareraient en cachette sa reconstruction. Mais ces extrémistes font face à un obstacle majeur. L'esplanade des mosquées est sous le contrôle des musulmans. Un statu quo interdit même aux juifs de s'y rendre pour prier. Pourtant, depuis quelques années, les juifs s'invitent régulièrement sur le site actuellement islamique. En septembre 2015, c'est la provocation de trop. Lors du Nouvel An juif, un important groupe est autorisé à pénétrer sur l'esplanade. Les Palestiniens se révoltent. C'est le début de l'intifada des couteaux. À Jérusalem et dans tout le pays, les checkpoints sont renforcés. Ces terroristes déterminés à tuer des juifs viennent pour la plupart des villages palestiniens situés aux alentours de la capitale. Nous avons rencontré le père d'un jeune terroriste palestinien. Je suis fier de lui. En réponse à tous ces attentats, la société israélienne a décidé de se défendre. Sarah est juive. Elle vit dans un quartier musulman et vient de prendre la décision de porter une arme. Je déménagerai pas. C'est pas pour les quelques pierres qu'on va s'en aller, je vous assure. Ces juifs qui s'installent chez les Arabes sont appelés des colons. Leur présence est qualifiée d'illégale par la communauté internationale. En 1947, pour apaiser les tensions, les Nations Unies ont séparé la région en deux. Israël voit alors le jour. La Jordanie, elle, cède un bout de son territoire, la Cisjordanie. Cela doit devenir le futur État palestinien. Mais en 1967, Israël entre en guerre contre ses voisins et annexe la Cisjordanie. C'est le début de l'occupation des territoires palestiniens. Depuis, les colons mettent de l'huile sur le feu et n'hésitent pas à tenir des propos incitant à la violence. Si tu frappes un arabe, il ne reviendra pas. Aujourd'hui, ces colons sont plus de 400 000 en Palestine. Pour les protéger, le gouvernement israélien a déployé d'importants moyens. Les dérapages sont fréquents. C'est l'exemple parfait d'une exécution sommaire. Depuis le début de cette nouvelle intifada, 34 juifs ont été assassinés et plus de 200 Palestiniens tués. Un bilan très lourd. Pendant plusieurs semaines, nous avons enquêté sur cette guerre entre juifs et musulmans extrémistes. Pour le contrôle d'un des lieux les plus sacrés au monde, l'esplanade des mosquées. Dans le centre de Jérusalem, nous avons rendez-vous avec le rabbin Yehuda Glick, l'une des personnalités les plus controversées d'Israël. Le religieux ne se sépare jamais de son arme. Dans les quartiers juifs, tout le monde le connaît. Bonjour, vous allez bien? Oui, que Dieu te protège. L'homme fait régulièrement la une des médias. Vous êtes Yehuda Glick? Oui. Portez-vous bien. Yehuda est très populaire chez une grande partie des Juifs, mais il est détesté des Arabes. Il y a 2 ans, un Palestinien a même essayé de l'assassiner.
Car voici ce qui fâche les Arabes. Le rabbin s'est lancé dans une guerre, reconquérir l'esplanade des mosquées. Il veut que les Juifs puissent retourner prier sur ce site qui hébergeait leur ancien temple. Aujourd'hui, ils ne peuvent se recueillir qu'en contrebas, juste devant le mur des lamentations. Yehuda souhaite changer cette règle. Et il a une stratégie. D'abord, plusieurs fois par semaine, il délivre son message politique dans des conférences. Aujourd'hui, il intervient devant un groupe de pèlerins. Hallelujah. All of you from Canada? Vous êtes tous du Canada? USA, États-Unis, Canada, Angleterre, Australia. Canada, Australie? C'est un long voyage. Vous êtes venu en kangourou? Après quelques blagues, Yehuda justifie d'emblée la présence juive sur l'esplanade des mosquées, appelée aussi le mont du Temple. Nous savons que Dieu veut que nous retournions tous sur le mont du Temple, la ville de Jérusalem. Juste entendre ce mot, Jérusalem, c'est le centre de nos prières. C'est écrit 600 fois dans la Bible. C'est écrit, c'est là. C'est le rêve, le désir de tout juif du monde. Et Yehuda poursuit en s'en prenant à ses adversaires, les responsables actuels de l'esplanade des mosquées. Les discours des imams les plus extrémistes sont ceux prononcés à la mosquée Al-Aqsa sur le mont du Temple. Ils incitent et appellent ouvertement à la terreur, à la haine, à la violence, et tout ça au nom d'Allah. La conférence terminée, Yehuda ne perd pas le nord. Il vend le livre qu'il a écrit sur le mont du Temple. Merci à vous. Je vais prier pour toi. Yehuda Glick ne se contente pas de ses quelques conférences devant un public conquis. Il fait aussi de la provocation sur le terrain. Il y a quelques années, il a créé avec des amis une agence très spéciale de 70 guides chargés d'emmener des Juifs sur l'esplanade des mosquées. Yehuda joue sur une faille du règlement. Car si les Juifs ont l'interdiction de prier sur l'esplanade, rien ne leur interdit de s'y rendre comme de simples touristes aux heures autorisées. Sauf que si les touristes se déplacent librement, les Juifs, eux, sont sous bonne escorte. Équipés d'une petite caméra, comme des vacanciers, nous filmons Yehuda Glick et son groupe. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Hey, filme lui. La police israélienne nous empêche de tourner. Partez, reculez. Non, j'ai le droit d'être ici. Partez. Quel est le problème? Je suis libre de rester là. Allez, partez. C'est mon droit. Partez. Oui, vous avez le droit d'être ici. L'autorité islamique du site prend notre défense. Ils ne veulent pas que vous les preniez en photo. Vous êtes un touriste. Peut-être que vous allez donner ces images à la télévision et montrer au monde entier ce qui se passe ici. Lui, c'est le chef. Je peux vous poser une question? Les Juifs viennent souvent ici? Tous les jours. De 7h à 10h du matin. La sécurité israélienne nous a désormais à l'œil. Et plusieurs fois, elle va tenter de nous interdire de filmer. Allez, partez, partez. J'ai le droit de filmer. Non, vous ne pouvez pas. Si, j'ai le droit. Pendant ce temps, les autorités musulmanes filment et traquent le moindre comportement douteux. Et quand cela dégénère, les vidéos se retrouvent sur les réseaux sociaux. Car à Jérusalem se joue aussi une guerre de l'image. Mais que font réellement les Juifs lors de leur visite sur l'esplanade des mosquées? Viennent-ils prier? Pour le savoir, nous avons infiltré un groupe.
Face aux lieux sacrés musulmans, le guide va commencer par décrire longuement les traditions juives qui se déroulaient dans l'ancien temple. Regardez l'entrée du temple. On entrait par là. Tout le peuple d'Israël se tenait ensemble ici. Imaginez, c'était là où il y a les barrières. Mais nous réalisons rapidement que nous sommes décidément très loin d'une visite guidée quelconque. À la fin du tour, le guide prétexte une dernière explication historique. En réalité, il commence une prière. Il disait ici, « Sois béni notre Dieu éternel, roi de l'univers ». Arrête. Ne commence pas à prier. Il a commencé à dire une bénédiction et les policiers lui ont demandé d'arrêter parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. Le guide du groupe ne va pas en rester là. Sous ses vêtements, il a dissimulé un habit religieux. Voilà, il se prosterne. Et à peine sorti de l'esplanade, l'homme tente une nouvelle fois de prier face à l'ancien temple juif. Un policier l'en dissuade immédiatement. Mais il recommence encore une fois, sitôt la sécurité franchie. Ces provocations de la part des juifs religieux sur l'esplanade des mosquées sont parfois spectaculaires. Sur ces images diffusées sur Internet, on aperçoit très clairement des groupes manifester haut et fort leur religion. Prier et même brandir un drapeau israélien. À chaque fois, la police intervient. En fait, ces juifs qui veulent reconquérir l'esplanade des mosquées sont encore minoritaires, même si leur nombre ne cesse de grandir. Mais ils exaspèrent les Arabes israéliens et les Palestiniens. Et ils entraînent chez eux des réactions tout aussi radicales. À 1 heure de route de Jérusalem, dans la ville d'Oum el-Farem, nous allons rencontrer Raed Salah. C'est le chef de la branche nord du mouvement islamiste en Israël. Une organisation radicale qui ne condamne pas les attaques. Salam alaikum. Le mouvement de Raed Salah vient d'être déclaré illégal par le gouvernement israélien qui l'accuse d'encourager la violence envers les Juifs. Le 17 novembre dernier, la police a confisqué tous les ordinateurs, saisi de nombreux documents et beaucoup d'argent. Malgré l'interdiction de son organisation, Raed Salah s'exprime toujours en public. Et il pousse les Arabes à réagir pour protéger la mosquée. Ce qu'il se passe en ce moment, c'est une déclaration de guerre contre les musulmans et le monde arabe. On nous exile. On nous égorge. Mes frères, mes sœurs, musulmans du monde, arabes du monde, palestiniens du monde, le projet sioniste se prépare à construire son temple sur les cendres du dôme du rocher, qui se trouve au cœur de notre sainte mosquée à Al-Aqsa. Il faut que nous soyons un bouclier humain pour protéger la mosquée Al-Aqsa et Jérusalem, pour signifier notre refus de l'occupation israélienne. Pour ne pas avoir cessé de jeter de l'huile sur le feu, Raed Salah a été arrêté et incarcéré quelques semaines seulement après notre tournage. L'une des armes principales du leader islamiste pour défendre l'esplanade des mosquées, c'est un groupe de femmes. Des activistes appelées Mourabitat, les gardiennes de la foi en arabe. Leur témoignage est très rare. Je défendrai la mosquée jusqu'à mon dernier souffle. Le rôle des Mourabitat, perturbé par tous les moyens possibles les incursions des Juifs sur l'esplanade des mosquées. Sur ces images, on les voit harceler des visiteurs juifs en criant « Allah Akbar, Dieu est grand ».
Moi, je vous le dis, si l'une d'entre nous s'approchait de leur mur des lamentations, ils ne l'arrêteraient pas, ils l'exécuteraient. Toutes ces morabitates, comme c'est écrit sur leur écharpe, ont depuis le début de l'intifada des couteaux l'interdiction de pénétrer sur l'esplanade des mosquées. Mais ce n'est pas ça qui les arrête. Quelques jours plus tard, l'une d'entre elles, Anedi, a reçu une décision de justice qui lève sa mesure d'éloignement. Là, je vais essayer d'accéder à la mosquée Al-Aqsa. Je pense qu'ils vont tenter de m'en empêcher. Anedi repart aussitôt au combat avec ses camarades qui, elles, sont toujours interdites sur les lieux. Mais son visage est connu. Et malgré le document judiciaire, les policiers ont ordre de ne pas la laisser entrer sur l'esplanade. Éloigne-toi, éloigne-toi. Pousse-toi. Ses collègues mourabitates filment la scène qui se retrouvera sur les réseaux sociaux. Dis-moi ce qui m'empêche d'entrer. Anedi continue d'insister. Elle hausse le ton, toujours sous l'objectif des téléphones portables. Pousse-toi, laisse-moi entrer. Si tu veux recourir à la force, nous utiliserons nous aussi la force pour t'éloigner d'ici. Je te dis d'attendre. Sinon, nous utiliserons la force. Anedi, tu n'entreras pas. Pourquoi? C'est la décision. Quelle décision? Le tribunal a dit l'inverse avant-hier. Essaie un peu d'entrer, essaie. Anedi essaie de forcer le passage. Vas-y, essaie encore. Les mourabitates vont défier les forces de l'ordre. Et les hommes leur viennent en aide. N'utilise pas la force. N'utilise pas la force. Espèce de lâche! Un homme est jeté à terre. Il veut en découdre. Maudit soit ton père. Maudit soit ton père. Les forces de l'ordre reçoivent des bordées d'insultes. Lâche, vous êtes des lâches! Fils de chien! Chien de l'occupation! Dieu est grand! Les mourabitates ne lâchent rien. Elles maintiennent la pression. Nous voulons prier Al-Aqsa! Nous voulons prier Al-Aqsa! Quant à l'homme bousculé par les militaires, il peine à rester sur ses jambes. Éloignez-vous qu'il puisse respirer. Il est évacué par une ambulance palestinienne. Vous avez vu? Des hommes et des femmes ont été agressés. Moi aussi, j'ai été blessée à la main. Ils nous ont chassés. Mais à l'heure où retentit l'appel du muezzin, Anedi et ses amis cessent le combat. Les esprits s'apaisent enfin. L'action de harcèlement laisse place à la prière. Ces tensions autour de la mosquée Al-Aqsa seraient pour une majorité d'Arabes une des causes de toutes ces attaques à l'arme blanche. Mohamed est avocat. Il est le père d'un jeune Palestinien qui a assassiné des Juifs. Il a accepté de nous rencontrer. Là, c'est Baha, mon fils. Et lui, c'est Allah. Tous les deux sont morts en martyrs le même jour. Le 13 octobre 2015, Baha et son complice montent dans un bus israélien. Ils tuent 2 civils juifs et en blessent 4 autres. Les 2 terroristes sont finalement tués par la police. La scène a été filmée avec un téléphone portable. En hommage aux 2 assaillants, le Hamas, une organisation palestinienne classée comme mouvement terroriste par les grandes capitales occidentales, a diffusé sur les réseaux sociaux un clip vidéo reconstituant l'attaque. Malgré l'horreur des faits, Mohamed considère que son fils est un héros. Je suis fier de lui. Si c'est lui qui a réellement fait toute cette opération, c'était pour défendre sa liberté et sa terre.
Parce que cette terre et cette maison détruite, où nous sommes, méritent un tel sacrifice. En représailles, comme pour toutes les familles de terroristes, le gouvernement israélien a ordonné la destruction par l'armée de l'habitation familiale. Sauf que Mohamed vit au second étage d'un immeuble qui en compte 3. Les militaires chargés de l'opération ont dû prendre des précautions, d'où ces marques sur les murs. Ce signe, c'est une croix. Là aussi. La croix veut dire qu'il est interdit de casser cette partie au risque de mettre en danger l'étage du dessus. Là où il y a des lignes, comme ici, ça veut dire qu'on peut casser sans risque. Ils nous ont chassés d'ici avec violence, en menaçant les enfants, les femmes. Ils criaient, c'était terrifiant. Il y avait 200 soldats au moins, tous cagoulés. Après le passage de l'armée, les proches du fils de Mohamed sont venus inscrire des slogans sur les murs. Ici, on peut lire « Au paradis éternel, notre héros ». Ici, c'est écrit « Détruisez nos maisons ». Les jeunes ont mis ce message pour dire « Vous avez beau détruire nos maisons, vous ne nous découragerez pas ». Des slogans directement adressés aux autorités israéliennes, qui sont persuadées qu'en détruisant les habitations des parents des terroristes, elles dissuadent beaucoup de jeunes de passer à l'acte. Une méthode dont l'efficacité est très critiquée par la communauté internationale. Mohamed vit aujourd'hui dans un petit appartement à quelques rues de l'Ancien. Depuis le drame, il n'a jamais pu voir la dépouille de son fils. Je veux vous montrer des photos, regardez. Il joue avec les enfants, c'était un vrai clown. Le gouvernement israélien refuse de rendre les corps aux familles. Il veut ainsi éviter les cérémonies en l'honneur des auteurs d'attentats. Le corps est recouvert d'un sac noir et jeté dans un frigo avec un bout de papier où il y a écrit par exemple « Ba'a terroriste ». C'est la seule façon d'identifier les corps chez eux. Prénom et terroriste. Ces attaques sont très rarement commanditées. La plupart d'entre elles seraient spontanées, totalement imprévisibles en tout cas. Malgré le grand nombre de victimes civiles, les condamnations de ces attentats sont peu nombreuses côté arabe. Durant toute l'interview, les images violentes des intifadas tournaient en boucle sur la chaîne de télévision du Djihad islamique, une organisation terroriste selon les États-Unis et l'Union européenne. Face à la multiplication des agressions, plus de 200 en quelques mois, beaucoup de juifs israéliens ont décidé de réagir et de s'inscrire à des cours de self-défense appelés Krav Maga. Lorsque je me fais attaquer dans la rue, je crie « Non ! Attaquant ! Terroriste ! Je m'en fous. Ce qui vous sort par la bouche, mais vous criez, vous hurlez. Et aujourd'hui, dans la salle, vous allez hurler avec nous. Donc aujourd'hui, vous allez crier. Et celui qui ne crie pas, on va le faire crier. » David, un franco-israélien de 36 ans, a créé il y a 6 ans Otzma, une association qui enseigne les arts martiaux. Depuis le début de l'intifada des couteaux, le nombre d'adhérents a explosé. Premier exercice, apprendre à stopper un coup de couteau. Deux mains sur le couteau de l'attaquant. Attaque par le haut, attaque par le bas. On crie en même temps que l'on réagit. C'est le moment de faire des erreurs, c'est maintenant, pas dans la rue. Deuxième exercice, apprendre à appeler à l'aide ou à venir au secours de quelqu'un. Crier, c'est aussi me donner les moyens de me faire aider par les autres. On n'est pas seul, on n'est pas isolé. On est tous ensemble face à cette menace. Démonstration choc à l'appui. Je viens par derrière, j'insère mes pouces, mes doigts, quelque chose dans les yeux, et je tire fort vers le bas et vers l'arrière et vers le bas. Nous n'allons pas nous crever les yeux, on va exercer la pression sur le front. Si vous lui laissez des traces, vous aurez un bonus.
Si certains élèves prennent les exercices à la légère, Tout le monde au milieu, on s'assoit, on regarde la prochaine vidéo. les extraits d'attaques projetés au milieu de la séance vont vite les rappeler à l'ordre, leur rappeler la réalité de la menace. La victime ne faisait pas attention à son environnement, né dans le téléphone ou né dans sa discussion avec son copain. Dans la rue, on ouvre les yeux, on regarde autour de nous, tout le temps. Sur ces images captées dans la rue, une femme palestinienne demande un renseignement à un Israélien qui consulte son smartphone. Soudain, la femme sort un couteau de son sac et tente de le poignarder. On ne sort pas son téléphone pour prendre un selfie, on regarde autour de nous. On est prêt pour la suite des événements. Un autre attaquant, on appelle les secours. Lorsque je dis aux gens, par exemple, de ne pas se balader avec des écouteurs dans la rue, ça me permet d'analyser mon environnement et d'être plus en sécurité. Mais ça me permet aussi d'être en contact avec les autres, d'être en harmonie avec ce qui se passe autour de moi et de ne pas me couper, de ne pas vivre dans mon monde étriqué et fermé qui, en l'occurrence, représente un danger. Dernier exercice de la soirée, apprendre à utiliser les objets autour de soi pour parer une agression. Au moment de l'attaque, vous réagissez, vous saisissez quelque chose par terre et vous commencez à frapper. Après 1h30 de cours, les visages sont marqués, fatigués. Devant la recrudescence de ces attaques au couteau, beaucoup de Juifs vont plus loin que les cours de self-défense. Ils s'équipent d'une arme à feu. Car si dans les rues piétonnes de la Jérusalem moderne, on tente malgré tout de vivre en oubliant la menace et les contrôles permanents qu'elle impose, c'est le sentiment d'insécurité qui prédomine. Feu! 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 T'as trop peur du recul de l'arme. Tu peux tirer rapidement, mais garde ton arme droite. Bam, bam, bam. Non, tu anticipes mal le coup. Tu réfléchis trop, tu penses trop. Yair est le patron de cette armurerie de la banlieue de Jérusalem. Bonjour. Voici un boule, un 9 mm, un Cherokee Bull. Celui-là, c'est un Smith & Wesson. En ce moment, ses affaires marchent plutôt bien. Avant, j'en vendais seulement 2 ou 3 par semaine. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 12. En moyenne, c'est 2-3 fois plus. Depuis le début de l'intifada des couteaux, son magasin ne désemplit pas. Ça y est, j'ai mon permis. Malheureusement, nous devons nous protéger nous-mêmes, parce que le gouvernement ne fait pas son travail. C'est ça l'atmosphère générale. Aujourd'hui, parmi les clients de Yair, Sarah, une jeune franco-israélienne. Tout le monde m'a dit d'aller chez Yair. Ben, apparemment, il a plu à tout le monde, il a formé tout le monde, il a satisfait toutes les demandes. Donc, j'espère qu'il va pouvoir satisfaire la mienne aujourd'hui. Sarah est venue avec Oni, son mari. Ils habitent à Jérusalem-Est, en territoire arabe. Ce sont ce que l'on appelle des colons. Et pour eux, les démarches afin d'obtenir un port d'armes sont facilitées. C'est à la suite d'une agression spectaculaire en présence de ses enfants que Sarah a décidé d'acheter un pistolet. On s'est fait lyncher la voiture complètement. Les vitres ont explosé. On nous a jeté un fauteuil sur le pare-brise qui a aussi explosé. On a eu très peur pour les enfants. On a pris des gros parpaings, vraiment. Et par miracle, ça les a pas blessés. Avant de passer à la pratique, les futurs propriétaires doivent tous assister à un petit briefing de sécurité. Yair va aussi leur expliquer dans quel cas précis ils ont le droit d'utiliser leur arme. L'utilisation d'une arme à feu est autorisée uniquement si je suis en danger de mort, moi-même ou des personnes qui m'entourent. Il se lève, une balle. Il est à terre, tu arrêtes. Il se relève, une balle.
Tant qu'il le faut, sans avoir peur ni honte. Même si sa mère le pleure. Une fois les bons conseils de Yair assimilés, Je dois mettre le casque? Oui. les élèves passent aux choses sérieuses. C'est la première fois de sa vie que Sarah va utiliser une arme à feu. La jeune femme semble impressionnée. Je sais pas, remplir autant de trous la feuille. Il les a très bien ciblés, je trouve, c'est impressionnant. Bon, ben là, c'est mon tour. Avant de repartir avec son arme, Sarah va devoir valider plusieurs séances de tir et mettre un minimum de 40 balles sur 50 dans la cible. Tu charges. Parfait. Comme ça. Écarte un peu les jambes. Très bien. Maintenant, tu vas tirer sur la cible numéro 8. Une balle, 2 balles. Il faut que tu t'habitues au son, doucement. Tu vas t'y faire. Parfait. Doucement. Magnifique. Reste droite. T'es une reine, une ninja. Yair motive son élève. Sa performance s'annonce remarquable. Parfait! C'est bien. Parfait, pose ton arme. Quelques chargeurs plus tard, le verdict du professeur tombe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 47 sur 50. Super! Très fier de moi. Je peux te dire que si quelque chose arrive à Sarah, il va passer un sale quart d'heure. Il va adorer. C'est une championne. C'est un honneur d'avoir une telle femme. Viens avec moi que je te montre. Vas-y, on va voir. Si Sarah et son mari ont pris la décision de s'armer, c'est qu'ils ont fait un choix militant, celui de déménager et de vivre dans le quartier musulman de Jérusalem. C'est les endroits les plus sacrés du peuple juif, c'est Jérusalem-Est, c'est à côté du mont du Temple. Dans les endroits arabes, les juifs sont quasiment interdits. C'est dangereux d'y habiter, dangereux d'y passer. Il faut sortir avec la voiture blindée, on n'a pas d'épicerie en bas de la maison, d'accord, mais bon, c'est pas... J'appellerais pas ça du sacrifice, hein, c'est pas... Ça reste quelques pierres, quelques cocktails Molotov, et bon, ces derniers temps, on a l'armée qui est assez présente. C'est pas la fin du monde, je veux dire. Sarah et Oni se sont installés à Mahalé Azeitim, à Jérusalem-Est, côté palestinien. C'est une petite colonie juive de 110 logements. Là, vous avez donc le premier complexe où il y a une centaine de familles. Et juste ici, là, vous avez donc le deuxième complexe où j'habite. Et voilà, c'est magnifique. On est en Israël. Vous avez envie d'y rester? Complètement. Je déménagerai pas. C'est pas pour les quelques pierres qu'on va s'en aller, je vous assure. On est là et on y reste. L'enclave juive dans laquelle habite le couple de colons est sous surveillance des militaires, 24 heures sur 24. Les jeunes Arabes n'apprécient pas trop leurs nouveaux voisins. Les affrontements sont fréquents. Donc vous voyez, c'est un endroit assez sous tension. Un groupe de jeunes commence à s'énerver. Sarah est sur ses gardes. Donc non, on ne vient pas ici. On reste généralement de l'autre côté. Là, ce matin, ils se sont pris des cocktails Molotov. Enfin bon, on n'a pas trop envie de s'en approcher. Malgré le danger, Sarah et Oni sont résolus à vivre ici. C'est pour eux un endroit sacré, inscrit dans la Bible. Sarah est femme au foyer. Oni, lui, est professeur de pensée juive. Il prie 3 fois par jour avec les accessoires traditionnels du culte juif. C'est le lien entre Dieu et le peuple d'Israël. Qu'on les met une sur le bras à côté du cœur, pour tout ce qui est l'émotion, et une sur la tête, pour ce qui est pensée. Le jeune couple suit aussi à la lettre les commandements de la Torah. Et comme toute bonne famille juive très croyante, ils désirent un maximum d'enfants. Pour l'instant, au Hachem, il y en a 5.
Avec le temps, il y en aura d'autres, hein. J'espère. Je sais pas, les grandes familles, là, vous voyez, là, il n'y a rien de plus beau, en fait. C'est magnifique, je veux dire, on les fait grandir en plus sur notre terre. Je trouve que c'est le but ultime de chaque famille, en fait. Ces familles juives qui ont fait le choix de coloniser Jérusalem-Est agacent la population locale. Les Arabes du quartier pensent même que les Juifs veulent s'emparer de leur terrain. Pour cela, ils auraient mis en place un stratagème bien ficelé. À quelques rues de l'appartement de Sarah et Oni, nous avons rendez-vous avec le chef de Silwan. Cette banlieue arabe est collée au rempart de Jérusalem. Ici vivent déjà un demi-millier de colons. Mokhtar Abou Jamil tient cette petite épicerie. Ils pensent que tout leur appartient. De tous les côtés, à droite, à gauche, devant, derrière, ils pensent que tout est à eux. Et pour prouver que les colons sont bien chez eux, les Juifs prétendent que le sous-sol renferme des trésors archéologiques de leur passé. Ils veulent nous faire croire qu'il y a toute une ville sous terre, leur ville de David. Des organisations juives ont effectivement entrepris de grandes fouilles, mais leur but ne serait pas seulement historique. Tout ça, c'est politique. Ce site archéologique se trouve à quelques centaines de mètres des remparts de Jérusalem, au cœur de Silwan, la petite ville arabe. Ces recherches serviraient en fait à détruire les fondations des maisons et chasser ainsi les habitants de chez eux. C'est en tout cas ce que pensent les riverains palestiniens. Les fouilles sont là, regarde. Sous ces tôles, juste en dessous, sous terre. Ils fouillent, ils disent qu'il y a des antiquités, qu'ils trouvent des trucs qui appartiennent à l'État d'Israël, comme s'ils étaient déjà là il y a 3000 ans. Mais ils ne trouvent rien. Enfin, rien de concret. Cet homme tient à ce que nous filmions les dégâts causés aux maisons, notamment chez son voisin. Regardez comme ça s'affaisse. On est ici depuis 60 ans. Plus de 60 ans, et on n'a jamais eu de problème. C'est seulement depuis 2 ans que ça a commencé. Depuis le début des fouilles. En plus, il n'y a jamais eu de tremblement de terre. Jamais. Dans la maison d'à côté, c'est encore pire. Les habitants ont dû fuir, par peur de mourir dans l'effondrement de leur habitation. Ici, aucune pièce, aucun mur de la maison n'est épargné. Pour ce riverain, les intentions du pouvoir israélien ne font aucun doute. Ils veulent que tout soit abîmé pour que l'on quitte nos maisons. C'est ce qu'ils veulent. Récupérer nos maisons dans lesquelles on vit. Pour les villageois, tout cela est un coup monté. Pourtant, il existe bien dans le sous-sol des vestiges de l'ancienne voie d'accès au mont du Temple. Mais il semble que toutes les précautions n'ont pas été prises pour protéger les fondations des maisons. Malgré nos demandes de tournage répétées, je veux pas être filmé. Nous n'avons pas été autorisés à filmer ces fouilles. Autour de Jérusalem, tous les sites archéologiques sont politiquement ultra sensibles. Mais un seul est vraiment explosif. Il pourrait changer la donne dans la bataille que se livrent juifs et musulmans pour le contrôle de l'esplanade des mosquées. Il se trouve sur cette petite colline, à l'est de la ville, le mont Scopus. Lorsqu'en 1998, les Arabes entreprennent des travaux de rénovation des galeries situées sous la mosquée d'Al-Aqsa, beaucoup de Juifs crient au scandale. Car selon eux, des vestiges du premier et du second temple de Jérusalem pourraient se trouver dans ces déblais. Les Arabes essaient alors d'évacuer discrètement de nuit ces décombres, si précieux pour les Juifs. Mais un groupe d'archéologues et de militants juifs très déterminés va tout faire pour les récupérer. Aujourd'hui, ces tonnes de déblais sont fouillées quotidiennement par des milliers de bénévoles
qui se relaie depuis plus de 10 ans, sous bonne garde. Là encore, les motivations ne sont pas uniquement archéologiques, mais bien politiques. Quand vous trouvez une pièce de l'époque du premier temple, ou encore une empreinte avec un nom juif qui est écrit dans la Bible, c'est une preuve supplémentaire de la présence juive sur le mont du Temple. La détermination de tous ces bénévoles va finir par payer. Tous les fragments découverts dans les déblais, plus de 500 000, sont envoyés et entreposés dans un laboratoire du centre de Jérusalem où ils sont analysés. Ici, vous pouvez voir une pièce très rare en argent. En hébreu, il est écrit « Jérusalem la Sainte ». Pour Zaki Dvira, archéologue, ces deux petites boîtes renferment un trésor inestimable, les preuves incontestables de la présence juive sur l'esplanade des mosquées. Tout ce que vous voyez ici provient de l'époque du premier temple. Il n'y a aucun doute possible qu'il y avait un temple là-bas. Mais le jeune homme sait que ces objets dérangent beaucoup d'hommes politiques arabes. Ils nous considèrent comme des menteurs, comme des gens qui inventent des choses. Ils disent qu'on n'a rien trouvé, peu importe les preuves des objets. Ils ne se sentent pas menacés, parce qu'ils ne nous croient pas. Malgré la réalité historique, jusqu'à ce jour, les autorités musulmanes de l'esplanade des mosquées, le Waqf, refusent de reconnaître l'existence des temples juifs. Les preuves sont pour l'instant conservées dans un endroit gardé secret. Elles feront prochainement l'objet d'une publication internationale. Mais aujourd'hui, beaucoup de juifs extrémistes ne veulent pas uniquement conquérir les quartiers musulmans de Jérusalem-Est. Dans l'ensemble de la Cisjordanie, les colons seraient déjà plus de 400 000, un nombre qui ne cesse de grandir. Depuis la guerre de 1967, les gouvernements israéliens successifs ont favorisé le développement des villes juives en territoire palestinien. On dénombre aujourd'hui plus de 125 colonies. En 70 ans, les territoires palestiniens ont fondu comme neige au soleil. La communauté internationale condamne officiellement ces implantations juives et parle d'occupation illégale. Les Palestiniens les prennent régulièrement pour cible dans des attaques terroristes ultra-violentes. Pour se rendre dans une colonie, il faut généralement passer plusieurs checkpoints. À l'intérieur, la majorité des colons portent une arme, même dans les écoles religieuses. C'est à Otniel, une colonie située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Jérusalem, que nous retrouvons le rabbin Yehuda Glick, l'homme qui emmène des groupes de juifs sur le mont du Temple et qu'on a tenté d'assassiner. Une balle ici, une autre ici, ici aussi, et une balle est entrée par là, et elle est venue jusqu'ici. Yehuda Glick est né à Brooklyn, aux États-Unis. Il est arrivé en Israël en 1974 avec ses parents. Il a aujourd'hui 8 enfants. Tout le monde s'amuse en paix ici, dans la joie. Les mères, les enfants, de tous les âges. Dans la colonie d'Otniel vivent aujourd'hui environ 150 familles. Juste un début pour Yehuda le colon. Ça, c'est le nouveau quartier. Maintenant, il y a 30 familles qui vivent là. Et on en espère de plus en plus. Ce petit paradis en plein essor que nous décrit Yehuda a pourtant été secoué il y a seulement quelques semaines par un drame terrible. Le poste d'observation des militaires, chargé de protéger les habitants, et les caméras de sécurité qui surplombent les communes palestiniennes, n'ont rien vu venir. Malheureusement, il y a un mois et demi, depuis le village de Betima, là-bas, un enfant de 15 ans quitte sa maison, avec un couteau dans sa main, et une seule raison, la haine dans son cœur et la volonté de tuer un juif.
Le terroriste palestinien s'est introduit dans une maison. Il a assassiné une femme sous les yeux de ses enfants. Yehuda nous conduit sur les lieux du crime. Elle se tenait devant sa porte. Quand le terroriste est apparu, il a pris ce passage avant d'entrer dans la maison et de la poignarder devant ses enfants. Lui, c'est l'enfant de la famille. Il était à la maison quand on a tué sa mère. Yehuda refuse cependant de céder à la panique. Rien ne le fera quitter cette colonie. Nous n'avons pas peur, on est fort, nous sommes très prudents. On essaie toujours de faire attention. Depuis la création de cette implantation il y a 35 ans, 10 de ses habitants ont été assassinés par des extrémistes palestiniens. Les villes palestiniennes situées proches des colonies subissent elles aussi des attaques. En juillet 2015, à Douma, Ali, un bébé de 18 mois, et ses parents ont été assassinés par des colons extrémistes venus brûler leur maison. Nasser, l'oncle du bébé, a été le premier à entrer une fois l'incendie maîtrisé. Il n'était plus qu'une boule noire. On ne pouvait plus reconnaître Ali. Que du noir. Après l'autopsie, quand j'ai demandé au médecin légiste où étaient les bras et les jambes d'Ali, il m'a dit que tout avait brûlé, disparu, que ce n'était plus la peine de les chercher. Nous avons donc enterré un morceau de viande calcinée. En pleine nuit, alors que tout le monde dormait, des colons ont jeté des cocktails Molotov par la fenêtre. La famille n'a pas eu le temps de s'enfuir. Ça, c'est le biberon d'Ali. Sa mère lui avait préparé chez mon père. Il en a bu la moitié. Voilà ce qu'il reste. Dans le couloir, sur ce mur, un habitant est venu dessiner son interprétation de la tragédie. C'est l'étoile de David, pour dire que c'est un colon qui, avec ce chandelier, a brûlé le petit Ali. À l'extérieur, avant de quitter les lieux, les colons ont pris également le temps de taguer les murs. Ici, c'est une autre étoile de David, à 6 branches. Et en dessous, le mot vengeance. Brahim, un voisin, a assisté au drame de son balcon juste en face. Quelques jours après le triple meurtre, les colons sont revenus en pleine nuit. Ils ont tenté d'assassiner ce témoin gênant avec la même méthode, des cocktails Molotov. Brahim, jeune marié, venait tout juste de s'installer. Les meubles, tout était neuf. Ça n'avait pas 3 mois. Les bijoux en or de ma femme, l'argent, tout a brûlé. Brahim et sa femme sont sortis indemnes de l'incendie, mais ils craignent désormais pour leur vie. N'importe qui aurait peur. J'ai déjà été attaqué 2 fois. Ceux qui viennent chez moi, c'est pour me tuer. Évidemment que j'ai peur. À ce jour, seule une personne est accusée du crime. Un jeune extrémiste juif de 21 ans qui a reconnu les faits. Comble de l'horreur, en guise de soutien aux meurtriers, lors d'un mariage, des dizaines de colons dansent, brandissent des cocktails Molotov, des couteaux, des armes de guerre et une photo du bébé assassiné. Pendant la fête, l'image de l'enfant mort brûlé vif sera poignardée à de nombreuses reprises. Les extrémistes juifs qui sont venus assassiner la famille palestinienne sont proches d'une mouvance appelée Jeunesse des collines. Ce sont les colons les plus radicaux.
Ils habitent des avant-postes, des campements sauvages situés en plein cœur des territoires palestiniens. Il y en aurait une centaine en Cisjordanie. Les caméras de télévision ne sont jamais les bienvenues. Un seul avant-poste a accepté notre présence, celui d'Avad Gilad. Ici, les colons vivent dans des mobil-homes et des cabanes en bois. Cet avant-poste a vu le jour en 2002, avec seulement 2 bus et 2 familles. Aujourd'hui, elles seraient une cinquantaine. Les jeunes colons ont également construit une yeshiva, une école où l'on étudie la Torah. Netanel est éleveur de moutons. Il est l'une des seules personnes à avoir accepté de répondre à nos questions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ici on déteste les Arabes. Les propos racistes sont légion. Si un Arabe vient ici et que tu es gentil avec lui, alors il reviendra. Mais s'il vient et que tu le frappes, il ne reviendra jamais. Si on n'était pas là, il y aurait des Arabes partout dans le pays, tirant des roquettes. Netanel a construit sa maison de ses propres mains. Quant aux attaques des terroristes juifs contre les Palestiniens, le jeune colon les approuve. Aujourd'hui, beaucoup de colons vivent en paix grâce aux actions de ces jeunes. Ici, il n'y a pas de barrière de sécurité et les Arabes ont peur de venir. Parce qu'ils savent que les Juifs d'ici ne réfléchissent pas à 2 fois avant d'agir. Pour le berger, la solution au conflit israélo-palestinien est même assez simple. La guerre n'est pas prête de s'arrêter ici. Sauf si les Arabes, nos cousins, comprennent une chose, qu'ils doivent aller vivre ailleurs. Ils ont assez de pays, je ne sais pas combien, 22 je crois, tous immenses, bien plus grands que la terre d'Israël. Tu leur donnes la main, ils te prennent le bras. Pourtant, le jeune colon concède volontiers qu'il habite en territoire palestinien, sans aucune autorisation. Cette maison est illégale. Une belle illégalité, non? En effet, à l'inverse des colonies, le gouvernement israélien ne reconnaît pas officiellement les avant-postes. Mais peu importe, Netanel est prêt à beaucoup de sacrifices pour coloniser la Palestine. Comme vous voyez, on n'a pas d'eau. Ça fait déjà 2 semaines. Ça va, ça vient. Et pour l'électricité, c'est pas mieux. Mais ça ne nous décourage pas, parce qu'on croit en notre terre. Et même sans eau ni électricité, on va rester ici. Face à la pression de la communauté internationale, le gouvernement israélien a essayé à 6 reprises de raser Avad Gilad. Sans succès, malgré les moyens policiers et militaires très importants. Les colons ont toujours réussi à faire reculer les forces de l'ordre. Y avait-il une réelle volonté de les chasser? En fait, le gouvernement tient envers ses avant-postes une position ambiguë. Car très souvent, ces implantations au départ illégales finissent par être tolérées par les autorités. Elles sont même protégées par d'importantes forces de sécurité qui quelquefois dérapent. Les bavures sont fréquentes. Voici celle qui a eu lieu pendant notre tournage à un checkpoint qui protège les colons des environs. Sur cette vidéo, 2 Palestiniens, dont l'un a agressé un soldat avec un couteau, viennent d'être la cible des militaires israéliens. L'un des 2 assaillants bouge encore. Les soldats et quelques colons attendent les ambulances. Tous se déplacent calmement autour des corps. Un militaire refait même ses lacets à quelques centimètres du terroriste présumé, encore en vie. À l'arrivée des secours, le soldat israélien, très légèrement blessé, est immédiatement pris en charge. Au sol, le Palestinien blessé agonise de longues minutes dans l'indifférence générale. Selon les conventions internationales,
il devrait être soigné le premier. Soudain, un jeune soldat israélien arme son fusil d'assaut et tire une balle en pleine tête du Palestinien. Aucun des autres militaires n'a réagi. Seul un colon armé pointe du doigt le caméraman. Un soldat vient alors lui demander de quitter les lieux. L'auteur de cette vidéo, nous l'avons retrouvé. Il vit à Hébron. Sa maison est située à seulement quelques mètres du checkpoint où ont eu lieu les faits. Elle est protégée par des grillages. Nous avons rendez-vous avec lui, mais à notre arrivée, petit imprévu. Nous apprenons qu'Imad, le caméraman, a été convoqué par la police. C'est donc sa femme qui nous reçoit. Il est parti vers 10 h du matin. Il n'est toujours pas revenu. En l'attendant, sa femme nous apprend que régulièrement la famille est prise pour cible par les colons du quartier. Nous avons dû installer ça parce qu'ils nous lancent des pierres. Ils nous balancent tout ce qui leur tombe sous la main. Ils essaient tout le temps de nous faire du mal. 45 minutes plus tard, Imad arrive enfin. Il nous raconte son interrogatoire. Ils m'ont demandé où je me trouvais quand j'ai entendu les coups de feu, où j'étais posté pour filmer, et surtout si j'avais entendu ce que disaient les soldats, s'il avait une ceinture d'explosifs sur lui. Pour sa défense, le soldat a déclaré qu'il pensait que le Palestinien blessé portait une ceinture d'explosifs et qu'il y avait un risque qu'il la déclenche. La déposition d'Imad et ses images sont très gênantes pour les défenseurs du militaire. Ils ont prétendu qu'il avait une ceinture d'explosifs. Mais si c'était vrai, aucun d'entre eux, ni ce colon ni les soldats, ne se seraient approchés de lui. Cette vidéo a été vue des millions de fois sur Internet. Imad reçoit depuis de nombreuses menaces. Il est écrit « recherché ». Et en dessous, en hébreu, voici la photo du chien Imad Abou Shamsieff qui a filmé le soldat en train de tirer. Là, c'est écrit « il faut se débarrasser de lui ». Vous avez peur ? Bien sûr, je vis dans la peur 24 heures sur 24. Toute ma famille est effrayée. Aujourd'hui, mes enfants n'ont pas voulu aller à l'école parce qu'ils ont peur de sortir dans la rue. Imad est membre d'une association de défense des droits de l'homme. Il a porté plainte contre les auteurs de ces menaces. S'il est perçu comme un héros chez les Palestiniens, pour une partie de la société israélienne, c'est un traître. Car grâce à ces images difficilement contestables, le jeune soldat a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. Mais dans tout le pays, des manifestations de soutien sont organisées, notamment par l'extrême droite israélienne. Devant les grilles du tribunal militaire où le soldat est jugé, jusqu'au centre de Jérusalem. Le soldat de Hébron n'est pas un meurtrier, il nous a sauvés. C'est le vrai héros de l'armée. Les 2/3 de la population approuvent son geste. Parce que ce gouvernement protège les méchablim, les terroristes, et qu'on en a assez que tout soit à l'envers. On en a assez. Face à la pression de la rue, le gouvernement israélien a décidé de faire marche arrière. Quelques jours plus tard, contre l'avis de la hiérarchie militaire, le jeune soldat est autorisé à sortir de prison pour fêter en famille la Pâque juive. Ses proches l'ont accueilli en lui faisant un triomphe. Depuis la fin de notre tournage, la situation s'est encore un peu plus tendue en Israël et en Cisjordanie. Le ministre israélien de la Défense a démissionné pour dénoncer les dérives extrémistes de l'armée de son pays. Il a aussi quitté son fauteuil de député. Et c'est Yehuda Glick qui a pris sa place au Parlement. D'emblée, celui-ci a confirmé ses intentions de modifier le statu quo concernant le mont du Temple.